Nous ne dépendons que de vous. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Caroline Michel Aguirre, j'avais tendance à dire Caroline Michel d'ailleurs, parce que je te le dis, tu travailles au Nouvel Observateur. Ouais. Et j'ai lu je l'ai lu il y a longtemps, il y a au moins un mois, ce livre. Je voulais absolument t'inviter, parce que l'histoire que tu racontes, cette syndicaliste, est absolument incroyable et très méconnue, quoi. Ouais. Et elle démarre par une scène d'une très grande violence. Ouais. Et c'est un polar, je sais pas, il y a tellement de choses. Et puis il y a mon ami Pierre Péan qui fait la postface. Je peux d'ailleurs dire les 4-5 premières lignes du début et je te laisse enchaîner. On est dans une maison de banlieue parisienne, le 17 décembre 2012. Une femme est retrouvée en état de sidération, ligotée sur une chaise, un manche de couteau enfoncé dans le vagin. Un A été tracé par une lame sur son ventre. Elle s'appelle Maureen Kearney. Elle est la syndicaliste d'Areva. On entre dans cette histoire par cette scène et on se demande mais qui a fait ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça a l'air d'être une fiction tellement voilà. Alors pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Enfin, on va en parler ensemble tous les deux si tu veux. C'est marrant parce que parfois quand je commence à raconter l'histoire, on me dit mais ça s'est passé dans quel pays ? Je dis en France. Mais où tu pensais que ça se passait ? Je sais pas, en Russie. C'est une histoire tellement dingue que les gens n'imaginent pas qu'elle se soit vraiment passée, que tout est vrai et que ça s'est passé en France il y a 7 ans. Donc c'est l'histoire d'une lanceuse d'alerte, une espèce d'Antigone moderne, si je dois faire une comparaison. Maureen Kearney, elle est syndicaliste, c'est la porte-voix de tous les salariés d'Areva. À l'époque, c'est 45 000 salariés. Et en effet, comme tu viens de le raconter, le 17 décembre 2012, on la retrouve chez elle, sa femme de ménage la trouve chez elle, ligotée, scarifiée, un manche de couteau dans le vagin, donc ça s'appelle un viol. La femme de ménage la détache et Maureen Kearney dit tout de suite « c'est en lien avec mon travail ». Pourquoi elle dit ça tout de suite ? C'est qu'elle avait reçu des menaces précédemment, c'est un contexte que j'expliquerai avant, elle avait reçu des menaces précédemment et l'agresseur lui a dit avant de partir « c'est le 2e avertissement et il n'y en aura pas de 3e ». Le contexte général, c'est Areva, donc le nucléaire en France, les marchés avec la Chine, des secrets d'État qui peuvent aller d'un pays à l'autre. C'est la toile de fond de l'histoire, c'est ça, quoi. Tu peux situer le contexte ? Il y a une couche et une sous-couche. La couche, je dirais, apparente, c'est qu'il y a des négociations entre la France et ses 2 fers de lance du nucléaire, que sont EDF et Areva, et un nucléariste chinois, un électricien chinois, pour transférer la technologie du nucléaire français, en partie, dans l'espoir d'avoir l'immense marché chinois qui envisage de construire à l'époque 200 centrales nucléaires. C'est un marché en dizaines de milliards d'euros. Il y a des débats au sein d'Areva en particulier. Une grande majorité des salariés ont peur qu'on les dépouille de leur technologie au profit des Chinois et qu'ils perdent de l'emploi. Et il y a eu un changement de stratégie, c'est-à-dire qu'Anne Lauvergeon, qui était là jusqu'en mi-2011, était contre tout transfert de technologie, et Luc Courcel, qui l'a remplacé sous l'influence d'Henri Proglio et de l'Élysée, qui pousse pour une négociation, de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant, qui est à la manette, pousse pour ce transfert de technologie. Ça, je dirais, c'est la couche apparente. Maureen Kearney le dit et le craint et demande des réponses, mais elle n'est pas toute seule. Moi, ce que je découvre dans l'enquête, c'est que beaucoup de salariés, des cadres, des très hauts cadres que j'ai rencontrés, avaient cette angoisse, allaient en Chine et voyaient que leur technologie, ce qu'ils avaient inventé, ce qu'il y avait de plus pointu dans la recherche, la plus grande valeur au sein d'Areva, était en train, ils avaient le sentiment que c'était en train d'être cédé aux Chinois. Donc il y avait vraiment une angoisse partagée. Et Maureen Kearney, qui est une prof d'anglais, qui n'est pas carriériste et qui a vraiment ça, le syndicalisme, le patriotisme français chevillé au corps, alors qu'elle est irlandaise, c'est ça qui est un comble, elle se fait le porte-voix et elle n'a pas peur. La sous-couche que j'ai compris au fur et à mesure et bien plus tard, c'est qu'il y a un mouvement du pouvoir sarkozyste à l'époque
pour faire en quelque sorte d'Areva ce qu'a été ELF à l'époque. C'est d'abord un outil de politique étrangère, et ça on le sait aujourd'hui, c'est documenté, puisqu'il y a des négociations avec le colonel Kadhafi pour... On envisage de vendre des centrales nucléaires ou des réacteurs nucléaires à la Libye. Anne Auvergeon était contre, elle l'a dit, mais c'était un projet qui était en réflexion. Et puis moi, ce que j'ai découvert dans mes autres enquêtes par ailleurs, c'est qu'autour d'Areva, il y avait un certain nombre d'intermédiaires, de contrats, de choses assez peu claires sur des choses qui se sont passées ailleurs, où on peut se demander s'il n'y avait pas des choses louches qui se passaient. Au Nouvel Obs, tu es en journaliste enquêtrice un peu, et tu travailles en économie, sur le nucléaire. Donc c'est un sujet dans lequel tu as des introductions, tu connais pas mal de monde. Et comment tu as découvert cette histoire, que la première fois que tu en as entendu parler, c'était... En fait, je la connaissais, moi, Maureen Kearney, puisqu'en effet, à l'époque, j'étais au service économie et je suivais l'industrie du nucléaire, l'électricité. Donc je la connaissais. Comme je connaissais d'autres sources. Tu connaissais Anne Auvergeon aussi, avec bien qui sûr, je voyais tout le monde. Je voyais Henri Proglio, je voyais Luc Courcelles, je connaissais tout le monde. Et je travaillais... Est-ce qu'il faut, peut-être, excuse-moi, je te coupe une seconde, c'est simplement un élément très important de l'histoire, c'est qu'il y a une proximité entre Anne Auvergeon et Maureen Kearney. En fait, c'est une syndicaliste qui a l'oreille de sa patronne. En fait, il y a on peut dire une relation amicale, ou c'est trop... C'est une relation professionnelle, mais ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est très atypique dans le milieu français. Maureen Kearney. Non, cette relation-là. Ah oui, pardon. Parce que à l'étranger, en Allemagne, mais aussi dans les pays du Nord et dans la culture anglo-saxonne, irlandaise, il n'y a pas cette coupure qu'on a en France entre les patrons et les salariés. En Allemagne, c'est bien connu, on a une espèce de cogestion entre les gros syndicats et les patronats où on se met d'accord. On a une culture du consensus, on n'est pas dans l'opposition. Les syndicats sont parfaitement capable d'accepter, je sais pas, une réduction d'horaire ou du chômage partiel si c'est négocié, qu'on leur donne des objectifs. Et Anne Auvergeon, patronne de gauche, icône de la Mitterrandie, voulait faire de Areva, qu'elle avait créée et dirigée pendant 10 ans, une vitrine de cette social-démocratie qu'elle incarnait politiquement. Donc elle avait mis en place historiquement un dialogue entre le comité de groupe européen, qui était un espèce de comité d'entreprise, mais au niveau de tous les salariés européens d'Areva, qui faisait que tout le monde discutait. Alors, elle ne consultait pas, il ne décidait pas avec elle. Je ne dis pas que c'était de la cogestion, mais il y avait une transparence qui fait que le comité de groupe européen avait l'habitude qu'on leur explique la stratégie, qu'on les consulte, d'impulser eux-mêmes des choses sur la gestion des équipes. Ils se sont exprimés sur des ventes, ils se sont battus. À un moment où on a demandé Maureen Kearney était une syndicaliste qui avait quand même beaucoup d'influence, puisque son statut, elle était secrétaire générale du syndicat européen, donc elle avait un réel poids, quoi. Elle était très appréciée dans l'entreprise, malgré ou peut-être à cause de ce lien privilégié qu'elle avait avec l'Auvergeon. C'est pour ça aussi qu'elle était problématique, et on se dit, d'ailleurs ton livre le confirme, que ce qui va lui arriver de terrible est sans doute lié en partie à ça, à cette relation qu'elle avait et à cette influence et ce pouvoir qu'elle avait finalement. Il y a deux choses. C'est que Maureen Kearney avait dans ses outils pour peser fait le choix du lobbying politique. C'est-à-dire qu'elle voyait tous les politiques, elle allait les interpeller, elle a envoyé des centaines de lettres sur des tas de sujets, elle faisait des rendez-vous, et c'est pas tellement dans la culture française. Mais elle avait obtenu des résultats. Et ça allait dans les deux sens. C'est ça que j'ai découvert, notamment en enquêtant, c'est que les politiques se sont aussi servis d'elle. Tous les politiques qui avaient des usines, des sites d'Areva sur leur département, se servaient aussi d'elle pour pousser ou faire passer des messages. Il y a plusieurs politiques qui apparaissent, mais il y en a un, je pense, qui est un peu en tête de gondole, c'est Bernard Cazeneuve, qui était maire de Cherbourg, tu me dis si je me trompe, ou enfin en tout cas
député-maire de Cherbourg. Ouais. Et à l'époque, il était ministre auprès du Parlement européen. Il était ministre délégué aux Affaires étrangères. Et en fait, l'histoire commence avec lui, en effet, parce que c'est lui le premier qui, en juin 2012, alerte, alarme. C'est là où je voudrais tempérer ce qu'on dit sur Anne Lauvergeon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Anne Lauvergeon dans la relation qu'a Maureen Kearney. C'est Bernard Cazeneuve qui alerte Maureen Kearney et un de ses collègues de la CFDT qui les fait venir en catimini au Quai d'Orsay, où il a son bureau de ministre délégué, et leur dit « ce qui se passe, c'est très grave ». Dans les discussions avec la France et la Chine, il faut savoir que le nucléaire, c'est tellement un outil de rayonnement international, c'est le secret défense, qu'il y a un représentant du Quai d'Orsay comme membre permanent du conseil de surveillance d'Areva. Donc quand vous êtes au Quai d'Orsay, vous avez de l'information confidentielle. Et Bernard Cazeneuve, il dit... Je sais que ce qui est en train de se négocier avec la Chine est très grave. Il faut que vous alliez au combat. Il faut que vous demandiez des comptes. À l'époque, il n'est pas au gouvernement. Mais il est au gouvernement. Mais parce que c'est Sarkozy. Non, on est en juin 2012. On est juste après la défaite de Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai un blanc là. Oui, mais parce que c'est juste. Mais c'est normal, parce que pourquoi ça surprend? On se dit, mais moi la première, je me suis dit, mais pourquoi Bernard Cazeneuve va pas voir son collègue Arnaud Montebourg ou François Hollande ou Jean-Marc Ayrault pour demander des comptes? Et c'est là où cette histoire, elle est très symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre société. C'est qu'il y a cette manipulation, ce cynisme du politique qui ne va pas lui-même, parce que ce n'est pas dans ses attributs. Mais pourquoi il ne va pas les alerter? Parce que c'est un baron local, donc Areva, c'est la Hague, il veut qu'Areva aille bien, il a des milliers d'emplois. Il a dû alerter quand même François Hollande, parce que François Hollande avait l'air au courant. Enfin, quand on connaît l'histoire et on voit qu'après il y aura des relations. D'ailleurs, le seul qui a l'air, à mon sens, de plutôt bien se comporter à l'égard de Maureen Kearney, c'est Arnaud Montebourg, qui va faire une attestation pour son procès, etc. Parce qu'après... là, on fait un bond dans le temps, mais on pourra quand il va lui arriver ce qui lui arrive, elle est un peu lâchée par tout le monde après. Enfin, tout le monde oublie. Cette histoire est tellement dérangeante et tellement incroyable que son nom est rayé des conversations. Peut-être on peut accélérer un peu le temps, mais je voudrais... donc il y a cette scène fondatrice, on va dire, où on la retrouve. Donc, on la retrouve sur une chaise un peu comme la nôtre, ligotée, les mains en arrière, les deux pieds ligotés, un bonnet sur la tête, les jambes nues, le t-shirt relevé, un A inscrit avec un couteau sur le ventre, et ce même couteau enfoncé dans son vagin. Et donc, l'agression a dû avoir lieu vers 7h du matin, et la femme de ménage arrive vers 13h ou 12h30, et elle découvre cette scène hallucinante. Et elle est, évidemment, Maureen Kearney est tétanisée sur cette chaise, elle ne parle pas, et elle est... alors, je voudrais... Donc, ce truc est dingue, quoi. Il y a ce qui s'est passé avant. Donc, elle était dans ce combat pour empêcher les transferts de technologie vers la Chine. Elle s'est beaucoup manifestée auprès des politiques. Elle remuait quand même pas mal la elle avait beaucoup d'entrées dans ce pouvoir de gauche qui venait d'avoir les manettes. Donc, elle avait une caisse de résonance terrible auprès des ministres, auprès de l'Élysée même. Et je me suis dit après coup que peut-être elle était d'autant plus problématique qu'on savait qu'elle avait accès à tout ce pouvoir socialiste dont elle était proche. Elle avait participé à des meetings de François Hollande pendant la campagne. Donc on sait qu'elle a porte ouverte. Elle peut aller avoir rendez-vous avec des ministres. Donc ce qui est très intéressant dans le livre, c'est ce qui va se passer à la suite de ça. C'est-à-dire dans les jours qui suivent, évidemment, on la détache. Son mari, Gilles, arrive très vite et... il y avait un climat de tension dans le couple, enfin pas de tension dans le couple, mais je veux dire, il y avait un climat de tension autour d'eux. Ils habitaient dans une zone pavillonnaire dans la banlieue parisienne, et donc l'enquête est confiée au parquet de Versailles, et ce sont les gendarmes qui les interrogent au début. On va dire au début, ça se passe plutôt bien, on la croit. Pas longtemps. Oui, mais quand même, vas-y, raconte. En effet,
quand elle est découverte, c'est un branle-bas de combat. Le préfet des Yvelines fait un mail que j'ai retrouvé au cabinet de Manuel Valls, au cabinet de Montebourg. Il fait un mail, y compris à la direction locale de la sécurité intérieure, les anciens RG, et il alerte retrouvés, bâillonnés, ligotés, syndicalistes, etc. C'est un peu le branle-bas de combat. Il y a même un hélicoptère qui tourne, m'a-t-on dit. Enfin, c'est ce qu'on lit, je crois que c'est dans ton livre ou dans les papiers que j'ai lus. Oui, mais parce que c'est d'ailleurs très étonnant, ça, que on se dit, est-ce que c'est est-ce que c'est des espions chinois? Enfin, tout ça part vraiment dans tous les sens. L'enquête commence tout de suite, mais très très vite, les gendarmes, ça je l'ai découvert aussi dans mon enquête. Quand tu dis très vite, c'est combien de jours après? Presque en quelques jours. Ils n'y croient pas. Alors, presque en quelques jours, ils se disent ça cloche. Alors pourquoi? D'abord, ils ne trouvent pas de preuves de la présence de cet agresseur. Personne ne l'a vu. Ils ne trouvent pas de bornage téléphonique. Ils vont voir les voisins. Enfin bon, personne ne semble avoir vu cet agresseur. Et puis surtout, il faut une découverte qui fait basculer probablement l'enquête en grande partie. Dans la remise, chez Maureen Kearney, il y a du scotch. Et ils pensent que c'est le même scotch que celui... Noir, voilà, c'est un scotch double face, un peu particulier, donc on peut enlever les deux côtés, etc. Et c'est en effet avec du scotch double face que Maureen Kearney a été ligotée. Et pour une raison que je ne connais pas, en tout cas, ils se disent tout de suite, c'est le même scotch. Rien ne vient le prouver. C'est du scotch similaire, ça ne veut pas dire que c'est le même scotch. Il me semble qu'il y avait une camionnette, que des voisins ont vu une camionnette garée dans la rue 2-3 jours avant. Ça fait partie des pistes qui n'ont pas été suivies, en effet. Et ce qui est effectivement troublant, c'est qu'on se dit que l'agresseur, parce qu'on sait aujourd'hui, toi et moi, qu'il y a eu un agresseur, mais enfin, c'est un des suspects du livre, on peut se poser les gendarmes n'y ont pas cru, mais il est peut-être rentré les mains dans les poches et il a pris le bonnet du mari de Maureen, et le Chatterton, il le trouve sur place et il a besoin que de ça. Il peut avoir fait des repérages. Le problème de cette enquête par la suite, c'est que tout repose sur des hypothèses. Ça aussi, je l'ai compris petit à petit. C'est qu'on peut imaginer une chose et son contraire. On peut, là, imaginer très bien que l'agresseur est un très grand pro, qui a fait des repérages, qui est venu, parce que pendant la journée, il n'y avait personne. Le mari de Maureen Kearney travaillait, Maureen Kearney n'était pas là tout le temps non plus, a fait des repérages, a vu que le scotch était dans la cuisine, sait que tous les matins, Maureen Kearney se brosse les dents au fin fond du couloir, que certes, elle a un chien, mais qu'il est sourd et aveugle et qu'il n'a rien à craindre de ce côté-là, que par ailleurs, elle met toujours BFM à fond le matin et que du coup, on ne l'entendra pas, qu'il arrive derrière elle, lui met le bonnet sur la tête. Voilà, ça c'est possible. Mais les gendarmes n'y croient pas. Alors, j'essaie de résumer parce que... Ils pensent que ça n'est pas possible. On va faire 6 heures d'émission, sinon, mais je fais des petits bonds comme ça. Le cauchemar va commencer pour Maureen Kearney parce que déjà, c'est terrible ce qu'elle vit à ce moment-là. Et d'une manière, elle va être complètement hébétée de voir que justement le procureur, les gendarmes commencent à la placer en garde à vue, interrogent son mari et sont très suspicieux à son égard, quoi. Et elle a du mal à y croire et en fait, elle se retrouve première suspecte. Donc les types imaginent qu'elle s'est faite ça toute seule. Et il n'y a jamais eu aucune reconstitution. C'est ça qui est dingue. J'ai déjà vu des enquêtes mal faites, on peut le dire aujourd'hui, mais c'est horrible. L'attitude du parquet de Versailles, l'attitude de ces gendarmes, leur non-professionnalisme, il y a quelque chose d'absolument incroyable dans cette histoire. Et d'ailleurs, elle est sauvée, enfin, je fais encore un énorme bond dans le temps, mais... on a une conversation assez libre là-dessus. Elle va être sauvée grâce à Hervé Temim et à Balthazar Lévy, les deux avocats qui vont en appel, parce que le premier avocat n'a pas été bon, en tout cas, dans le dossier. Il n'a pas réussi. Il était également l'avocat d'EDF, en tout cas. Et Hervé Temim dit, il compare cette affaire à l'affaire Villemain en disant, judiciairement, j'ai jamais vu ça, quoi. Un tel bordel dans une instruction. Et on a le sentiment que c'est vraiment une enquête sous influence, que le procureur d'ailleurs, le procureur, on le sait aujourd'hui, a rencontré le patron d'Areva, que l'idée que Maureen Kearney était folle, on leur a distillé ces informations, et puis ils ont fait tout à l'envers à ce moment-là, quoi. Et ce qui paraît invraisemblable, c'est cette mécanique judiciaire et policière qui va se mettre en place.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, en effet, qu'on découvre dans l'enquête que les gendarmes, puis le tribunal, ont condamné Maureen Kearney sur des affirmations fausses. C'est-à-dire que, non seulement, comme je l'expliquais, il n'y a jamais eu aucune reconstitution prouvant que ce qu'il disait qui était possible, c'est-à-dire qu'elle aurait mis en scène son agression, donc je rappelle, mis un petit chapeau, attaché ses pieds. Et on apprend qu'elle est handicapée de l'épaule, elle était incapable de plier son bras. Elle avait une épaule en vrac, se mettre le scotch sur la bouche, se mettre le couteau dans le vagin, se repasser les mains dessous. Enfin bon, personne n'a jamais prouvé que c'était possible. On part du principe que c'est possible. Et il y a un autre élément objectif qui est affirmé notamment dans sa condamnation de juillet 2017, c'est qu'on a retrouvé dans la maison que ses empreintes et aucun ADN autre que celle de Maureen et de la femme de ménage et de son mari. Or, on n'a jamais eu les retours d'ADN. C'est-à-dire que des échantillons, les prélèvements d'ADN ont bien été envoyés au laboratoire, oui. Mais soit leurs résultats ont disparu, soit ils ne sont jamais revenus. Oui, donc cette affirmation qu'on trouve noir sur blanc dans le jugement est tout simplement fausse. Ça n'est pas vrai. Et c'est ce qu'a démontré Maître Tehimi, mon appel. L'autre chose, elle est sur le mobile, qui est assez incroyable et qui nous permet de soulever le couvert d'une société française qui, moi, j'ai trouvé moche à ce niveau-là. C'est que la parole des gens ne vaut pas toujours la même chose. C'est-à-dire que toute l'accusation, elle est fondée sur l'idée que Maureen Kearney est folle, sous l'influence d'Anne Lauvergeon, seule et illuminée, et que c'est un matin pour nuire à Luc Courcelles qu'elle a décidé cette mise en scène. Luc Courcelles, le nouveau patron d'Areva. Le patron qui avait succédé. C'est en gros l'accusation. Or, personne, mais strictement personne parmi les 30, parce que le dossier il fait quand même, il est comme ça, il fait quand même 2000 pages, personne, absolument personne dans le dossier ne dit une chose pareille. Et d'ailleurs, les gendarmes ne le demandent même pas. Tous les syndicalistes, tous les proches de Maureen Kearney viennent et disent la même chose. C'est une battante, elle est dévouée aux autres, elle ne sait pas mentir, elle est très premier degré, elle n'irait jamais imaginer un truc pareil. Et il y a donc quelqu'un, quelque part, et donc en effet la supposition que c'est Luc Courcelles décédé aujourd'hui, et d'ailleurs il le dit un peu sur PV, qui aurait convaincu le procureur de Versailles, qui n'a pas voulu me répondre, c'est bien dommage, j'espère qu'il répondra un jour, que Maureen Kearney était seule, complètement manipulée, et qu'elle lui en voulait. Et il le dit un peu aux gendarmes, il dit mais non, mais en fait le comité de groupe européen n'a aucune influence, c'est Maureen Kearney qui a personnalisé, moi j'en ai rien à faire, alors qu'il était complètement en pétard, il voyait des complots partout. Entre Luc Courcelles et Maureen Kearney, enfin, c'est la guerre, quoi. Il la traite très très mal, il la voit comme une ennemie, une amie de Lauvergeon, et il est complètement hanté par le fantôme de Lauvergeon. C'est aussi un élément de contexte. Mais le juge d'instruction, les juges d'instruction, c'est incroyable que des magistrats se comportent de cette façon. Il ne se passe rien. Et alors, toi, tu assistes au premier procès. Et c'est ça qui me décide à faire le livre. Et ce premier procès, mais quand on te lit, on se dit, mais ça existe des magistrates, des présidentes de tribunal aussi frappadingues. C'est moi qui l'assume. Elle la traite comme de la merde, quoi. Enfin, excuse-moi, mais... On a l'impression, quand on est dans la salle et quand on connaît l'histoire, puisque je connaissais Maureen avant, j'avais suivi toute l'histoire, j'arrive en 2017 à ce procès, on attend quand même une parole de vérité. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une grande agressivité et qu'elle est condamnée à l'avance. Et c'est en sortant de ce procès qui m'a mis dans un grand malaise. Je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Je ne peux pas passer outre, c'était comme un caillou dans la chaussure, je sais pas, je ne pouvais pas recommencer ma vie le lendemain matin et me dire non, il fallait que je comprenne ce qui s'était passé pour qu'on arrive là et pour qu'en effet, cette présidente du tribunal s'adresse de cette façon à la syndicaliste qui, il faut aussi le dire, était complètement encore dans le post-trauma, qui n'arrivait pas à parler, qui était recroquevillée sur sa chaise à chaque fois qu'on décrivait ce qu'on est en train de faire
judiciaire de manière froide, mais décrivait l'agression, le couteau, le vagin, le machin, se recroqueviller en pleurant, qui n'arrivait pas à répondre aux questions. Et c'était vraiment très violent et très brutal, et n'avait pas grand-chose à voir avec un exercice serein de recherche de la vérité. Et ensuite, ensuite, donc elle est condamnée. Comment s'est comporté ce premier avocat? Comment il a plaidé? En fait, Thibault de Montbrial, il a peut-être eu un défaut dans cette histoire, c'est qu'il était tellement persuadé que cette agression n'était pas possible, que, en fait, comme elle avait l'épaule en vrac, il fonde une grande partie de sa plaidoirie sur le fait que c'est juste pas possible. Voilà, c'est pas possible physiquement qu'avec, elle sera opérée bien plus tard, qu'avec les tendons du rotateur de l'épaule droite d'ailleurs, pété, elle est plus, voilà. Et donc c'est cette espèce d'évidence primaire qui, ça n'est pas possible, donc elle n'a pas pu l'inventer, sur laquelle il fonde sa plaidoirie et qui n'a pas suffi à convaincre en vérité. Il y avait quand même comme quelque chose d'irrationnel, finalement, et un sous-texte que j'ai compris au fur et à mesure, qui est que ce qu'on reprochait à Maureen Kearney, au fond du fond, c'est de s'être mêlée de ce qui la regardait pas. C'est d'être une petite syndicaliste qui avait demandé des comptes au nom des autres, qui avait dit « moi, je veux qu'on m'explique. Non, je ne crois pas en voie de parole comme ça, a priori. Montrez-nous les documents. J'ai derrière moi tout le comité de groupe européen, tous les salariés, expliquez-nous. » Et au fond du fond, il y avait ce sous-texte qui n'était dit à aucun moment, mais qui était « mais de quoi elle se mêle ?» Et d'ailleurs, dans les questions des gendarmes, pendant sa garde à vue, avant sa mise en examen, parmi les questions des gendarmes au mari, il y a ça. Oui. Mais pour qui elle se prend, votre femme? C'est quand même pas très objectif comme question. Non, c'est sûr. Et il faut dire qu'à partir du moment où elle est condamnée, mais même un peu avant, la peine, c'est combien? Tu peux rappeler en première instance? C'est du sursis et une amende. Je ne l'ai plus en tête. C'est 5 ans avec sursis, je crois. Il me semble que c'est moins, mais il faudrait vérifier. Oui. Et avant, et même à ce moment-là, elle est lâchée par tous les politiques qu'elle a aidés. Sauf ses amis du syndicat de la CFDT qui sont toujours là à ses côtés. Enfin, ça a forgé d'ailleurs des amitiés qui ont, évidemment, dans des situations comme ça, quand on est proche, quand les gens vous soutiennent, on leur est reconnaissant. Et Maureen a tellement fait pour eux qu'il y a quelque chose d'ailleurs d'assez positif dans tout ça. Il y a beaucoup de... Parce qu'on les revoit au procès en appel. C'est très émouvant. Et ce que je veux dire, c'est que Anne Lauvergeon, Bernard Cazeneuve, ou un certain nombre de personnes l'ont complètement lâché à ce moment-là. Ah mais on l'a oublié, on l'a rayé de la carte. À partir du moment où le 23 janvier 2013, les gendarmes disent, et le procureur de Versailles classe l'enquête pour viol et ouvre une enquête pour dénonciation mensongère, plus personne ne parle jamais de Maureen Kearney. C'est moi, mais j'étais pas la seule. On était quelques journalistes et dire alors vous avez de ces nouvelles. Plus personne n'en parlait. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais tu as raison de le souligner. La très jolie chose que j'ai découverte dans cette histoire, c'est cette solidarité entre camarades, des syndicalistes. Il y a des gens qui ont lu le livre, qui ont découvert ça, qui m'ont dit « Ah, mais moi, tout ce que je voyais du syndicalisme, c'est les défilés du 1er mai, c'est les revendications, c'est quelque chose d'un peu brutal. » Et cette solidarité très forte, mais qui va même bien au-delà, parce que quand on gratte l'histoire de ces gens, ils ont souvent des passés communs, c'est souvent des enfants d'immigrés qui ont trouvé une communauté dans cette famille du syndicalisme. Ça pose plein de questions sur les corps intermédiaires et le fait qu'on les écoute ou pas aujourd'hui. Je parlais de cauchemar tout à l'heure, mais le cauchemar va durer plusieurs années. À ce moment-là, on peut se mettre une seconde dans la tête de Maureen Kearney. Mais quelle détresse. Je veux dire, après cette condamnation, tout le monde s'effondre parce qu'elle pensait elle aussi être innocentée et elle va sombrer. Enfin, tout devient compliqué jusqu'à l'arrivée d'Hervé Temim et de Balthazar Lévy qui vont, au début, ils n'y croient pas du tout. Et donc Hervé Temim a choisi de défendre Maureen Kearney, et là, il avance, et tout ce qu'il découvre est effarant, quoi. On comprend qu'il y a une mécanique qui s'est fabriquée pour la faire condamner, quoi.
Il y a quelque chose de très important aussi qui s'est passé entre la condamnation en première instance et la cour d'appel, et c'est à mettre au crédit de son premier avocat, Thibault de Montbrial. Il lui a dit, il faut que vous puissiez vous exprimer, il faut que vous puissiez raconter. Et donc, il l'a confié aux soins d'un militaire à la retraite, un médecin spécialisé dans le post-traumatique. Oui. C'est quelqu'un qui a soigné des militaires des forces spéciales, qui a été désigné par le gouvernement pour aller auprès des victimes du Bataclan. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment le post-trauma, qui a permis à Maureen Kearney de raconter ce qui lui était arrivé. Et moi-même, qui l'ai rencontré pendant 1 an entre le premier procès et le deuxième, c'est plus la même personne. Non, c'est plus la même personne, et c'était terrible parce qu'elle avait perdu la mémoire, même des choses anciennes. Je lui posais des questions, elle savait plus, tout était embrouillé, et ça va dans le sens d'une invention. C'est ça qui était terrible, c'est que vous êtes face à quelqu'un qui est traumatisé, qui ne se souvient plus bien, qui est incapable de vous raconter son agression. Forcément, vous dites, mais est-ce qu'elle me dit la vérité ou pas ? Et l'intervention de ce médecin, où enfin elle peut raconter, elle prend de la distance et elle peut raconter ce qui lui est arrivé, est vraiment majeure. Et quand il vient à la barre, il dit, je l'ai vu 10 fois, il donne son pédigré, il dit, je suis persuadé, pour telle et telle raison, il donne des éléments objectifs, qu'elle n'a pas inventé son agression, outre ce qu'on a dit évidemment sur le travail formidable des avocats, ça pèse aussi. Oui, c'est-à-dire qu'entre les deux, elle a recouvré la parole et la mémoire. Hervé Temim et Balthazar Lévy découvrent dans le dossier des invraisemblances, quoi. Il y a l'histoire de l'ADN, mais il y a plein d'autres. Toi qui assistais à la plaidoirie, qu'est-ce qui a emporté ? Parce qu'au final, donc, je te laisse raconter la suite du procès en appel. Je pense que justement, c'est la concision. C'est les deux faits. C'est le fait que d'un coup, il pointe le doigt sur le fait qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait inventé son agression. C'est une succession d'hypothèses, d'éléments plus ou moins objectifs. Le fait qu'elle aurait dû expulser le couteau au bout de 6 heures de matière naturelle. Le fait qu'on ne pouvait pas, en étant assis, sans tirer, ou sans tirer la peau, faire le A, sans faire de pli, etc. Il démonte de manière très précise, très concise et sans effet de manche, le fait qu'il n'y a pas d'élément objectif et que ce qui pourrait être un élément objectif, c'est-à-dire les empreintes et l'ADN, c'est faux. Et ça bascule. C'est là où Hervé Temim, faut imaginer, c'est une petite pièce, on est en cour d'appel. C'est pas la cour d'assises à Paris avec, dire, il y a quelques camarades, mais on est loin des effets de manche. Hein. Tout le monde est au ras du sol, il est 22h, on a la dalle. Et lui, il arrive comme ça, il dit, voilà, ça n'est pas mon genre de critiquer la justice, mais cette enquête, c'est 0 plus 0, c'est du niveau du petit Grégory, c'est le pull au vert rouge. Et je crois qu'il faut quand même rendre justice à la justice à ce moment-là. C'est qu'on a là, au niveau de la cour d'appel, des gens qui ont le courage de dire... Et ça, c'est récemment, c'est 2018. C'est novembre 2018. Novembre 2018. Ouais. Alors, il y a d'autres éléments, il faut lire le livre. Il y a un truc une première chose très troublante, puis après, il y a un coup de théâtre, donc on va y venir. Mais la chose troublante, c'est que Maureen Kearney et son mari vont déménager. Et peu de temps après le déménagement, ils sont dans une ville en province. Elle refait sa vie. Elle se fait un nouveau cercle d'amis. Ça va à peu près bien pour elle. Et un jour, il y a un incendie dans sa maison. Les experts en assurance qui vont faire l'enquête n'ont jamais découvert, il y a de fortes présomptions que l'incendie soit criminel, et donc elle a vécu ça aussi comme une seconde menace, même s'il n'y a aucune preuve, mais c'est quand même très troublant cette anecdote. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui croit en la justice, qui a été agressé et qu'on a accusé d'avoir inventé. Donc, tout le réel autour de soi devient sujet à caution. Et c'est là où, dans son trauma, en plus sans faire de psychologisation à outrance, mais ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui a été quand même violé, tout devient sujet à caution et à interrogation. Et c'est vrai que cet incendie, qui je pense en plus dans un moment difficile, où tous ses livres, tous ses journaux intimes, toute sa vie en France depuis 30 ans est partie en fumée, et l'expert qui vient lui dire
bon, vous n'avez pas d'ennemis parce que j'ai pas trouvé la cause. Mais si vous aviez des ennemis, je me poserais des questions. Eux, ils n'y disent rien, mais on n'a aucune preuve. Et à vrai dire, je n'en sais strictement rien. Mais c'est juste pour replacer ce moment où elle n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Elle ne répond plus au téléphone, elle a déménagé, elle n'a pas donné son adresse. Elle qui était tellement sur la scène publique, d'aller voir les politiques courageuses, etc., elle s'est retranchée dans sa coquille. Alors, dans ton livre, ça n'est pas que la narration de cette histoire judiciaire, policière, etc. Il y a surtout un coup de théâtre à la fin, où là, j'étais scotché quand je l'ai découvert, mais je te laisse le raconter, parce que c'est absolument, c'est tellement surprenant, et tu donnes une clé qui va peut-être nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Il y a 2 pistes qui n'ont pas été suivies par les gendarmes. La première, c'est une déclaration qu'une DRH a faite à une syndicaliste, la DRH d'Areva, qui a dit à une syndicaliste en tête-à-tête « Nous pensons que c'est un intermédiaire qui a fait du zèle », en parlant de l'agression de Maureen Kearney. Cette piste n'a jamais été suivie. Il y a une deuxième piste qui n'a pas été suivie, et pourtant les gendarmes ne sont pas passés loin, c'est qu'il y a un précédent. Il existe une femme qui, en 2006, a vécu une agression similaire à celle qu'a vécue Maureen Kearney. Et pourquoi je dis que les gendarmes ne sont pas passés loin, c'est qu'ils ont entendu parler. Quelqu'un, dans les fichiers centraux, a dit « Ah, mais je me souviens que dans les Yvelines, il y a une autre femme qui avait été scarifiée. » Parce que toi, tu l'as découvert en lisant le dossier d'instruction. Comment tu as appris ça ? J'ai fait le rapprochement, c'est-à-dire, comme tu l'as dit au début, je connais ce secteur depuis très longtemps. Je savais que cette première agression qui présente des similitudes, avait eu lieu. Mais quand je me plonge dans le dossier d'instruction, en fait, par le nom, l'adresse, puis j'ai enquêté pour trouver. En fait, les gendarmes, ils vont à la recherche de cette deuxième, enfin de cette première d'ailleurs en temps. Quelqu'un qui travaillait chez Areva aussi ? Non, c'est quelqu'un qui travaillait chez Veolia à l'époque. Sauf que le point commun, c'est que le patron de Veolia à l'époque est celui d'EDF. Et on va dire qu'on est dans un contexte de grands contrats à l'international, puisque le cadre de Veolia, dont la femme a été agressée, travaillait au Moyen-Orient. Donc on est dans un contexte commun de grands contrats négociés entre la France et l'étranger. Les gendarmes ont cherché le dossier de cette première agression et ce dossier a disparu. Il a disparu au commissariat et il a disparu au tribunal de Versailles. Et en fait, ils n'ont pas fait le rapprochement. À aucun moment, ils n'ont su que la personne avait dit aussi, c'est en rapport avec mon travail. C'est moi qui, connaissant le premier cas, et retrouver... T'en avais entendu parler, c'était un truc... Oui, parce que voilà, on a tous des fixettes, et moi, tout ce qui tourne autour des grands contrats internationaux et du milieu de l'industrie, je travaille dessus depuis 10 ans. Donc, Mais cette dame, pour cette première agression, c'est quoi, quelles sont les circonstances de l'agression ? Est-ce que tu peux les décrire un peu plus précisément ? Donc j'ai retrouvé cette femme, et ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'un jour, elle est chez elle, seule, des gens... 3 personnes avec des combinaisons et cagoulées rentrent et l'agressent, la ligotent, lui scarifient. Donc de même manière, j'entends par scarifier, c'est-à-dire elle c'est un cutter, mais on lui a fait une croix sur le ventre et puis un cercueil sur le sein gauche. Et au moment où je la retrouve, elle me confie qu'elle a été violée, ce que pour le coup personne ne savait. Ça pour le coup personne ne le savait. Et la similitude des modes opératoires, des contextes, fait qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur ce qui s'est passé. Et ce que ce couple a vécu pendant 2 ans, c'est inimaginable. C'est inimaginable en France, et ça pose des questions sur la présence en France d'officines, du crime organisé au plus
je veux dire, avec des connexions avec l'économie, le politique, qu'on ne veut pas imaginer. Ce qu'ils ont vécu pendant 2 ans, c'est une campagne de terreur où on les surveillait, on surveillait leurs enfants, on a passé des coups de fil de menaces au directeur de l'école de leurs enfants, des gens se sont introduits en pleine nuit pour écrire des messages sur le tableau de la chambre des enfants, inscrivaient des choses sur les fenêtres. En fait, ils ont eu le sentiment pendant 2 ans d'être surveillés. Ce qui veut dire quoi? Il faut avoir l'expérience. Il faut avoir les moyens pour surveiller. Et elle m'a confié aussi qu'il y avait souvent une camionnette à proximité de chez elle. Donc cette dame ni son mari ne veulent parler, ils veulent rester dans l'anonymat. Ouais. Ils sont traumatisés encore aujourd'hui par ce qui leur est arrivé. Alors maintenant, on en arrive un peu à la conclusion, mais c'est une conclusion qui est très ouverte. C'est quelles sont tes hypothèses, toi? Parce qu'il y a la piste chinoise. Beaucoup, quand on parle de cette affaire, on parlait que c'était évidemment ce qui peut arriver, c'est-à-dire que les Chinois, étant ennuyés par cette syndicaliste qui quand même les empêcherait de faire du business, décident de faire pression par une officine aussi, etc. Ouais. Et il y a une deuxième piste, et quand on lit surtout la postface de Pierre Péan qui a travaillé là-dessus, elle a l'air un peu plus vraisemblable, enfin je ne sais pas, qui est une piste plus française, plus politique, autour d'Henri Proglio. Je ne veux pas dire que c'est Proglio qui a commandité, c'est pas du tout ça, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de faire du zèle dans son entourage, il y a un nom qui circule. Enfin voilà, quel est toi ton avis? Pourquoi tu ne l'écris pas plus? Est-ce que tu n'avais pas envie d'enquêter là-dessus pour trouver une clé? Bien sûr que si, j'avais envie d'enquêter, mais le livre, je voulais le construire comme un polar pour que le lecteur ait l'impression de vivre, de partager avec tous les acteurs de cette histoire dingue, ce qu'ils avaient ressenti. Donc je ne voulais pas aller au-delà des faits. Et les faits, ils sont tous exposés, et on vient de les dire. Il y a des pistes, il y a un contexte, il y a un précédent, et il y aurait de quoi enquêter. Il me paraît difficile d'imaginer, en effet, surtout qu'on ne voit pas bien l'intérêt d'envoyer des espions chinois, mais pourquoi pas? J'en sais rien, tout est envisageable. Il me semble que toutes les pistes sont ouvertes et qu'elles auraient mérité d'être suivies. Ce qui me semble, en revanche, important à souligner, c'est que on a, quand on gratte la surface de la société française, une violence, des officines, qu'elles agissent pour des Français ou pour des Chinois n'y change pas grand-chose, capables d'avoir les moyens et le savoir-faire de faire ça. Et pour moi, il était aussi... Et l'impunité garantie, ça veut dire des protections politiques En tout cas, on n'est pas allé chercher. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'y a pas cru ou parce qu'on vous a dit de ne pas y aller voir? Mais en tout cas, moi, mon objectif n'était pas de découvrir l'agresseur de Maureen Kerney, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je pense qu'il y a des moyens que je n'ai pas. Et ce livre est un moyen. Parce que quand même, il y a mon espoir. Je ne voulais pas que cette histoire tombe dans l'oubli. Mais j'ai l'espoir qu'à force de vous répondre et de porter la parole, des gens, d'autres personnes, et un jour quelqu'un parle. Mais il me semblait très important, que ça ne tombe pas dans l'oubli, et deux, qu'on prenne conscience que ces choses-là sont possibles. Et comme je le disais au début de notre conversation, que c'est pas seulement dans la Russie de Poutine, ça arrive aussi ici avec des gens qui sont victimes, qui n'ont pas la possibilité d'écrire eux-mêmes ou d'aller dans les médias. Et moi, j'espère que l'enquête va continuer. En tout cas, et je serai là pour la continuer. Et tu sais l'intérêt que je porte pour cette histoire. Il se trouve que j'ai rencontré aussi Maureen Kerney, que j'aime beaucoup cette femme, et que j'étais très touché aussi à la fois par ton livre et par Maureen. Et donc moi, j'ai très envie aujourd'hui, et j'ai aussi été sollicité par des gens, des informateurs qui m'ont raconté leur version de l'histoire, et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous, aux médias, on va continuer à suivre. Je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli, et merci pour ce livre. Je sais qu'il a du succès, qu'il va sans doute être adapté au cinéma, et c'est un super polar. Et c'est un polar vrai, quoi, ce qui est quand même assez rare. Merci beaucoup, Caroline. Merci. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « Soutenez » juste après sur l'écran de fin.